Bienvenue à tous sur le plateau de Face à Face, votre émission d'entretien et d'opinion sur Provence-Azur. Retour à la politique en ce début d'année 2018. C'est un député qui va nous accompagner, Saïda Hamada. Bonjour. Bonjour. Député de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, qui englobe notamment les quartiers nord. On va en parler évidemment. On va parler de l'aspect sécuritaire, mais aussi de la politique de la ville. Ce sont deux sujets que vous connaissez bien. On parlera aussi de la pollution maritime, puisque vous travaillez sur ces dossiers-là. Et puis on commentera l'actualité nationale et locale, bien évidemment, ensemble. Un mot d'abord sur l'actualité. Emmanuel Macron était en ce vendredi, jour où nous enregistrons cette émission à Toulon, les vœux aux armées, il fallait se rabibocher, on a beaucoup entendu tout cela. Il va porter l'effort de la défense à 2% du PIB, c'est en tout cas ce qu'il a annoncé. On ne s'y attendait pas forcément à cette annonce. Vous, oui? Oui, moi je suis à la commission des finances, donc je m'y attendais depuis quelques jours. En tout cas, c'est quelque chose qui évidemment, au-delà du chiffre, l'effort de renforcer ce qui nous protège aujourd'hui avec des moyens financiers qu'on essaie de mettre à la hauteur de ce qu'on leur demande, c'est quelque chose qu'on avait à cœur depuis qu'on a été élu. Et donc la quadrature du cercle, si vous voulez, ça a été avec de vraies contraintes, de faire en sorte qu'on puisse sanctuariser, voire augmenter le budget de ceux qui nous défendent, ministère de l'Intérieur et armée. Il fallait se réconcilier avec les armées après l'épisode Pierre de Villiers. Vous avez ce sentiment-là ou... Se réconcilier, je ne sais pas, honnêtement, je ne suis pas un spécialiste des armées, donc je pourrais difficilement vous dire quel était le ressenti de ce qui s'est passé au sein de l'armée. Ce que je sais par contre, c'est que voilà, on a un chef des armées qui est le président de la République. Il a pris une décision qui était une décision forte et responsable, qui a eu des conséquences certes, mais qui était à mon avis la décision qu'il fallait prendre. Aujourd'hui, les choses s'améliorent. L'armée sait qu'elle a un chef, et ça, pour eux, je pense que c'est important. Et aujourd'hui, un chef qui met les moyens pour qu'ils puissent travailler. On revient à Marseille, enfin on en vient à Marseille tout de suite avec une série d'agressions inquiétantes qui font l'actualité dans les établissements scolaires. On parlera de la délinquance en général et des quartiers nord ensuite, mais la dernière en date donc à Rosa Parks, vous avez assisté à des réunions, vous suivez le dossier, cette enseignante qui a été rouée de coups pour une histoire de téléphone portable. Alors j'imagine que vous êtes préoccupé, quelle est la solution aujourd'hui ? Il n'y a pas une solution. Vous savez, je dis depuis quelque temps déjà, et avant même d'être élu, que ce qui touche aujourd'hui les quartiers nord, le territoire nord de manière générale de Marseille, est quelque chose qui, en termes de sécurité, dépasse les aspects uniquement sécuritaires. C'est assez bizarre à dire, mais c'est vrai. Il ne s'agit pas juste de donner des moyens au ministère de l'Intérieur pour que les choses arrivent à se résoudre. On a un vrai phénomène sociétal. La fabrique du monstre aujourd'hui, c'est la République qui le fait. Il faut être clair. Les politiques publiques n'ont pas été à la hauteur de ce qu'il aurait fallu dans ces quartiers-là. Et donc ça touche à la fois le domaine de l'éducation, de la sécurité, on en parlait, mais également celui de l'emploi, du transport, du logement. Et donc il faut avoir une action concertée sur tous ces domaines à la fois. Donc c'est extrêmement compliqué. Moi, ce que je disais notamment aux enseignants hier, d'abord, mon immense respect pour ce métier. C'est l'un des rares métiers dans notre République où il faut un vrai engagement. On ne peut pas exercer ce métier si on n'est pas engagé. Ce n'est pas possible. Sinon, ça se voit très vite et on arrête au bout de 6 mois. Donc moi, je salue cet engagement. Je le salue d'autant plus que j'ai grandi à Félix Piat, notamment, et que je sais que si je suis arrivé aujourd'hui à être député, c'est notamment parce qu'à un moment donné, il y a eu des enseignants qui m'ont tendu la main. Et en même temps, lorsque vous avez une gamine de 13 ans qui roue de coups son enseignant, son enseignante en l'occurrence, vous pouvez que, moi j'ai une gamine de 14 ans honnêtement, imaginez qu'un enfant puisse faire ça, vous ne pouvez le faire que si vous intériorisez le fait que dans son environnement, au quotidien, il y a des choses qui se passent mal et très mal. Et ça concerne énormément de familles. Donc c'est pour ça que ce n'est pas uniquement une question d'éducation nationale et qu'il faut y aller avec tous les moyens de la force publique. Et sur ces territoires, mais c'est le lien peut-être qu'on fera avec la politique de la ville. Je pense que les politiques de droit commun doivent revenir en force et la République doit revenir en force sur nos quartiers. C'est vrai que vous pensez que effectivement l'approche doit être globale. Donc on rentre là dans le culturel, le cultuel, le sociétal, l'éducation nationale aussi, le répressif. C'est un petit peu aussi, si on extrapole un peu votre vision de la politique de la ville, que vous jugez erronée en fait depuis des années. Donc on va y revenir. La réponse répressive, aujourd'hui,
quand on est dans le cadre de l'éducation nationale, c'est compliqué. On ne peut pas mettre de policiers à l'école. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème de limite désormais dans le cerveau des adolescents. On ne craint plus le professeur. On a franchi là une ligne qu'on va avoir du mal à rattraper. Je ne le pense pas, parce que s'il y a énormément de tensions dans ces collèges et lycées, il y a quand même énormément d'enfants, il y en a plus de 400 à Rosa Parks, qui ont envie de réussir. Oui, c'est ça. Qui ont envie de réussir. On regarde. Évidemment, ce phénomène est plus que regrettable et il est le signe de quelque chose qui va mal. Il y a quand même des gamins qui ont vraiment, vraiment de grosses capacités. Énormément qui réussissent très bien. Moi, j'ai appris récemment que notamment une de mes amies avec laquelle j'avais grandi à Félix-Pat est entrée à la BAC, donc dans la police. Donc il y a des vrais espoirs dans ces quartiers et un vrai potentiel. Donc moi, je ne pense pas qu'il y ait Est-ce qu'ils ont perdu un peu ça aussi, cette notion d'espoir? Quand on parle à ces jeunes, parce que là, en l'occurrence, ce sont des jeunes, mais quand on parle aux habitants de ces quartiers, on mesure une certaine désillusion, en fait, et le ras-le-bol des promesses. Il y a une vraie détresse sociale aussi, sans négliger l'aspect sécuritaire de la chose, mais voilà, il y a aussi cette réalité-là. Au-delà de l'aspect pauvreté, et là vous avez raison, c'est que ce qu'il faut qu'on arrive à réinstaurer, c'est de la confiance, de l'espoir. On a un taux d'abstention énorme dans ces quartiers. Pourquoi? Parce qu'on a une population qui a été déçue par toutes celles et tous ceux qui se sont adressés à eux, qui n'ont jamais répondu à leurs attentes, ont fait des promesses et ne les ont pas tenues. Donc nous, il faut qu'on arrive à être crédible là-dessus. Et c'est l'une des raisons pour laquelle d'ailleurs je salue l'action du président, mais je le savais déjà avant d'être élu, qu'il ferait ce qu'il a dit qu'il ferait. Et là-dessus, personne ne peut lui reprocher ses actions. Voilà. Et moi, ce que je veux, c'est qu'au niveau local, on arrive à réenchanter un peu aussi les... Alors voilà, parce que on suit de près l'action du président, mais est-ce que vous pensez que pour l'instant, dans son discours, dans les mesures qu'il prend, dans le message que vous avez à faire passer en tant que député La République En Marche, ça parle aux gens de ces quartiers, pas seulement à la jeunesse, aux habitants, aux seniors dans ces quartiers? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites ou qui sont annoncées pour eux? D'abord, c'est pour ça que j'insistais sur le mot de confiance. Vous pouvez vous engager politiquement, même si ce n'est pas en votant forcément, mais croire à un homme politique à partir du moment où vous croyez dans ce qu'il dit et qu'il fait ce qu'il dit. Restaurer la confiance. C'est pour ça que restaurer la confiance, c'est important. Et ce qui parle aux personnes qui habitent les quartiers difficiles de Marseille, mais ailleurs aussi, c'est le fait que vous avez, et qu'ils ont en face d'eux, des politiques, et voilà, j'estime en faire partie, qui ne leur mentent pas. Et ça, c'est extrêmement important si on veut commencer à travailler ensemble. Ensuite, pour ce qui est des annonces, on parle de Macron, président des riches. Très honnêtement, moi, quand je vois en tant que commissaire aux finances ce qui a été fait, notamment pour les plus bas revenus, je n'ai absolument pas honte de ce qu'on a fait. Pour les retraites les moins élevées, qu'on a augmenté, pour l'allocation adulte handicapé, la suppression de la taxe d'habitation. Donc tous ces éléments sont des éléments qui sont extrêmement importants en termes de pouvoir d'achat pour ceux qui habitent ces territoires, et ils vont le sentir très très vite. Au-delà de ça, puisqu'on parle notamment de la politique de la ville, vous le savez, ça me tient à cœur. On va en parler juste après. Moi, j'estime qu'il faut qu'on ait des politiques publiques qui soient adaptées à nos territoires sans forcément les stigmatiser. La politique de la ville est une politique qui est là pour réduire les inégalités. Elle a été créée il y a 40 ans. Est-ce que vous avez le sentiment qu'à Marseille, les inégalités ont été réduites? Alors, voilà, venons-en, puisque c'est la question que j'allais vous poser. Vous, ce que vous dites, si on résume votre pensée, et vous me dites si je me trompe, c'est que finalement, on a dépensé beaucoup d'argent dans le matériel, c'est-à-dire on vous refait les immeubles à neuf, on détruit certaines barres, on met un peu de ripollinage, et puis derrière, on s'en lave un peu les mains. C'est un peu ça ce que vous dites. Il manque tout le volet accompagnement, équilibre territorial, la dimension culturelle, la dimension éducation, tout ça pour vous, ça a été un petit peu occulté. Enfin, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. C'est ça, mais si on schématise. Hein. Mais ça, vous avez raison, mais il y a une étape que vous oubliez, c'est celle de la conception même de la politique de la ville. C'est-à-dire que même si on faisait ce dont vous parlez, on n'aurait, je le pense, pas beaucoup plus de résultats. Pourquoi? Parce que lorsque vous souhaitez homogénéiser, c'est-à-dire avoir moins de différences sur les territoires, et que pour ça, en gros, vous voulez une France une et indivisible, et que pour ça, vous créez une politique spécifique pour les territoires spécifiques, pour des publics spécifiques,
sur le plan éthique déjà ou intellectuel, ça pose un problème. Oui, c'est ça, c'est ce que vous Ouais, dites. Que finalement, on les stigmatise déjà en. On Voilà. veut unifier en créant des divisions. Ouais. Ouais. Et donc, à la base déjà, on était mal parti. Alors sur le papier à 40 ans, on pouvait peut-être le croire. 40 ans après, il est peut-être temps de tirer les conclusions un peu et faire un constat et de dire ça ne fonctionne pas. Voilà. Et donc moi, mon avis, c'est que la politique de la ville doit être concentrée sur ce qui relève de l'innovation, des expérimentations de projets, parce que sur les territoires, il faut faire de la dentelle. Il y a les politiques nationales, mais après les territoires sont différents. On ne fait pas la même chose à Marseille, à Niort ou en Moselle. Et lorsque ça a fait ses preuves, le dispositif ou le projet qui a été financé doit être repris par le droit commun. Il doit être repris par le droit commun. Parce qu'aujourd'hui, on a un effet d'éviction. Là, vous avez politique de la ville, vous avez plus de droit commun. Là, vous avez droit commun, vous n'avez pas politique de la ville. On fait une exception. On fait une exception. Et donc, voilà, c'est là où votre approche, finalement, détonne un peu par rapport à ce qu'on entend justement depuis 40 ans. Jean-Louis Borloo était dans le Var, là, il n'y a pas longtemps, à la Seine, justement, pour essayer aussi de dresser un diagnostic. Donc, vous plaidez et vous souhaitez être entendu pour une refonte totale, une révolution culturelle, presque, dans l'approche de cette politique de la ville. Une vraie révolution. C'est-à-dire qu'il faut faire comprendre à ceux qui travaillent dans le cadre de la politique de la ville, ceux qui bénéficient des crédits politiques de la ville, que cette politique est transitoire, provisoire et qu'elle a une fin. À aucun moment, alors que, je le disais, le but c'était de réduire les inégalités, on ne s'est posé la question de savoir à partir de quand, du coup, on arrête. Parce qu'à partir de quand, on estime que les inégalités sont suffisamment réduites. Personne ne s'est posé cette question-là. Et moi, je dis, cette politique, on doit dire, voilà quels sont les critères d'évaluation pour dire, à tel niveau, on arrête, parce qu'on estime qu'on a fait le boulot. Et donc, ça veut dire que cette politique de la ville, elle est provisoire, transitoire. Et ce qui veut dire que ceux qui travaillent aujourd'hui dans ce cadre-là doivent se dire que je suis sur, entre guillemets, un siège éjectable, ou en tout cas sur un métier qui va disparaître. Et c'est compliqué, et je peux l'entendre. Et c'est là où c'est une révolution, c'est de se dire que je travaille à ce que mon poste disparaisse. Ou je travaille à ce que la politique de la ville que je porte disparaisse. Ou quand je crée un ministère de la politique de la ville, le ministre doit se dire, moi, mon boulot, c'est de faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de moi. Pas évident comme... Ouais, tout à fait, mais c'est ce qu'il faut faire. C'est l'éternel problème, d'ailleurs, avec tous ces dispositifs-là. Une question qui a à voir quand même avec la politique de la ville. Est-ce que la cristallisation de la tension religieuse et du fait islamiste et pas islamique, ça vient rajouter de la complexité aussi à tout ça? Tout ça sont des conséquences, honnêtement. Moi, je vous le dis, à partir du moment où vous reconnaissez les Français, d'où qu'ils viennent, comme étant des Français à part entière, et pas des Français de seconde zone, moi, je vous le dis, vous n'avez pas ces phénomènes-là. On ne peut pas demander à un gamin qui grandit dans un quartier, avec des personnes qui, culturellement, sont les mêmes, sont sur la même origine culturelle que lui, et qui retrouvent exactement les mêmes à l'école, de s'intégrer. De s'intégrer à quoi? Il ne peut pas s'intégrer. Et donc, ils viennent à des basiques qui sont la culture d'origine des parents ou un repris sur l'islam, parce qu'on ne leur renvoie pas ce qu'est être français. Et être français, c'est s'appeler Mohamed, Fatima, Roger, Pierre, etc. Aujourd'hui, dans l'inconscient collectif français, et ça je le dis, je l'assume, les Français n'ont pas encore intégré qu'on pouvait s'appeler Fatima et être français. Ça demande un petit effort intellectuel pour quasiment tous les Français, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à casser. Et dans votre circonscription, dans les quartiers nord, pour les Mohamed, les Fatima, est-ce que vous ressentez qu'eux souffrent de ça et se sentent français? Non, mais il faut être deux pour s'intégrer. Et donc, ils se sentent français, ils ont envie de se sentir français. Enfin, ils ont passé 99% de leur temps en France, dans les écoles françaises, etc. Donc, ils sont français. Sauf qu'il faut que la France les reconnaisse comme étant aussi français. Et aujourd'hui, c'est ça qui manque. C'est pour ça que je dis que c'est en ça que je... C'est là qu'il y a un manque. C'est là qu'il y a un manque. Il ne faut pas qu'à ces gamins-là, on leur dit, mais ok, tu t'appelles Saïd, Mohamed, Fatima ou Roger, Pierre, peu importe, et d'où tu viens? D'où je viens? Je viens de Marseille, je viens de là, ça fait 2-3 générations qu'on est ici, on ne pose pas cette question à un breton, on pose pas... Donc, et c'est ça qui, régulièrement, du coup, fait entrer dans l'inconscient collectif de ces gamins-là, qui ne sont pas des Français à part entière ou des Français comme les autres. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à casser. Ça n'existe pas d'ailleurs aux États-Unis, même s'ils ont énormément de communautés, mais un Nord-Américain se sent américain, même s'il y a des gros problèmes. Quelle piste? Voilà. Comment on peut faire ça? Je vous le dis, il faut que la République revienne dans ces quartiers. Par quels moyens? Les moyens, c'est pas une question de moyens financiers. Non, mais ça, je le dis. Quand je dis moyens, c'est par quel médium, par quel biais? Moi, je pense que il faut que nous, députés de la majorité, qui avons cette petite expertise, parce que la chance que l'on a avec cette majorité, c'est qu'on a des personnes qui viennent d'un peu partout en France et qui connaissent ces quartiers pour y avoir vécu, grandi ou y avoir travaillé. Il faut que nous, on puisse donner
j'allais dire, les clés pour qu'une politique publique telle que, je vais prendre par exemple la formation professionnelle, 15 milliards en 5 ans, c'est quand même pas rien, qu'on va déverser sur le territoire pour former les jeunes notamment, mais pas que, à ce qu'ils trouvent un emploi beaucoup plus facilement, ben, il faut que cet argent-là aille aux publics qui en ont vraiment besoin. Les emplois francs, de la même manière, il faut que ça serve vraiment à ceux qui en ont besoin. Et donc, pour arriver à ça, il faut qu'il y ait évidemment les services de l'État qui travaillent, les collectivités, mais il faut aussi j'allais dire, que les politiques s'approprient ça. Et nous, députés de La République En Marche, les premiers, et qu'on dise, bon, voilà comment ça va fonctionner sur mon territoire, voilà ce qui ne marche pas, voilà comment on met les acteurs autour d'une table et qu'on travaille et qu'on fait de la dentelle. Ouais. Alors il y a un élément aussi qui vient perturber tout ça, et notamment à Marseille, c'est le trafic de drogue, parce que c'est de l'argent facile pour en tout cas les jeunes qui peuvent être engagés rapidement dans un réseau, etc. Est-ce qu'il faut lutter contre le trafic de drogue? Évidemment, mais par quels moyens? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi un travail sécuritaire à faire sur le terrain? On parlera de la police du quotidien juste après. Ben justement, donc, du coup, on parlera de la PSQ. Donc, parce que vous défendez à fond ce dispositif et vous souhaitez qu'il soit déployé à Marseille et notamment sur votre circonscription. Je pense qu'on a besoin de plus de bleus à Marseille pour aller vite. Voilà. On n'a pas suffisamment de police, on n'a pas suffisamment de services publics de manière générale, parce que je ne veux pas que de la police comme représentant des services publics dans les quartiers. Mais évidemment, il faut lutter de manière acharnée contre le trafic de drogue. Moi, je suis contre la légalisation du cannabis, par exemple. Je suis pour que ça devienne une contravention. Clairement et nettement. Ah oui, non. Voilà, parce qu'on déplacera le problème. Là aussi, on est sur... On créera d'autres trafics. Voilà. D'accord. Exactement. C'est-à-dire que si ce n'est pas du cannabis qu'on vend, ce sera autre chose. Et donc, c'est pas comme ça qu'on résout le problème. Contre la légalisation, par contre, une présence sur le terrain pour traquer. Oui, pour traquer les réseaux, et pour en même temps, à partir du moment où vous mettez tous les services publics sur un territoire, et que vous dites aux gamins, même si tu as grandi à Félix Piat, à la Savine, à la Solidarité, à Calisté, etc., tu as la possibilité de devenir quelqu'un, ou en tout cas en faisant des études, de pouvoir accéder à un poste à responsabilité. S'ils voient par des exemples, et parce que la République le prend par la main, comme elle prend par la main tous les enfants de ce pays-là, moi je suis persuadé que même s'il est facile de se faire de l'argent, et encore, j'en doute, avec la drogue, les trafics de drogue, je suis persuadé que cet enfant-là, parce qu'on a quand même énormément de potentiel, je disais, des parents qui ont envie que les parents réussissent, cet enfant continuera sur le droit chemin. J'en suis persuadé. Et donc il faut qu'on arrive à... C'est la confiance dont je vous parlais. C'est-à-dire qu'il faut que il faut réenchanter un petit peu le rêve aussi, pas républicain, enfin si, républicain de toute façon, exactement ça. Mais il faut réenchanter un petit peu... Vous savez, les Marseillais, ou les Français de manière générale, mais les Marseillais, c'est pas le fait d'être pauvre qui gêne ceux qui ont le moins de moyens. C'est le fait que lorsque vous avez 20 ans, vous dites que demain sera pire qu'aujourd'hui. Ouais. C'est le fait de ne pas avoir d'espoir. C'est pour ça que je parlais et de confiance et d'espoir. Tout le monde sait qu'on n'a pas tous les mêmes chances. Par contre, il faut qu'on ait tous les mêmes chances de réussir, ou de pouvoir réussir si on s'en donne les moyens. Et c'est ça qui manque aujourd'hui, c'est ça qu'il faut qu'on arrive à réinsuffler. Oui, c'est-à-dire que si on a d'un côté le trafic de cannabis, je schématise volontairement, et de l'autre une voie complètement bouchée, obstruée, aucun espoir, forcément on voit bien le choix qui sera fait. Il faut que ce point B, cet espoir républicain, soit là, présent, et qu'il offre... Voilà, c'est-à-dire que, évidemment, moi je dis pas que les trafiquants, etc., sont tombés là parce qu'ils n'avaient pas d'autres choix possibles, etc. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que lorsque vous avez autant de trafic sur un territoire aussi petit qui concerne autant de monde, c'est un phénomène sociétal. Ce n'est pas le fait de 2-3 familles, 2-3 personnes qui se sont dit je vais commencer à trafiquer, comme peut-être à un certain moment que je n'ai pas connu de la vie marseillaise, on tombait dans la pègre ou pas. Là, il y a un vrai phénomène sociétal, et pour y arriver, il faut que la société s'y mette. Voilà. C'est aussi simple que ça et aussi compliqué. Alors, je change complètement de sujet, parce qu'on se rapproche quand même dangereusement de la fin de cet entretien, mais ça compte aussi beaucoup parce que vous êtes beaucoup intéressé à la pollution maritime. C'est un gros sujet ici à Marseille, parce qu'on essaye de trouver des solutions pour que les ferries, les bateaux polluent moins. Est-ce que là, on est face à un futur grand scandale de santé publique en France? Voilà, je pose la question clairement. Non. Et j'aurais... avec un certain manque d'humilité, non parce qu'on a été élu. Non parce que ce gouvernement, mais je le dis, ce gouvernement a été élu justement... On sera là pour voir dans 4 ans. Non, parce que quand vous avez Nicolas Hulot qui accepte de rentrer au gouvernement alors qu'il ne l'avait jamais fait, que vous avez cet engagement du président Macron sur de grands thèmes écologiques, tout en étant
conscient aussi des contraintes qui sont les nôtres. Parce que ce n'était pas sa grande spécialité. C'est hein, pas sa Emmanuel spécialité, Macron. mais Il est devenu spécialiste. honnêtement, spécialiste, non. Je pense que c'est un très bon Mais généraliste. C'est bien. Mais clairement, non, sur la pollution, pour parler vraiment sérieusement, on a aujourd'hui à Marseille un port qui est ancré dans la ville. Et quelle ville? Et quel port? Ah oui, oui, et donc on a réellement là une chance incroyable de développement pour ce territoire, avec ce grand port de Marseille, ça je le dis. Je dis aussi que le sens de l'histoire et ce que font comme effort et les armateurs, et le port, et les associations de riverains, etc., pour qu'on aille vers moins de pollution, personne ne peut le nier. Personne. Tout le monde va dans le même sens. Ça, c'est une réalité, vous Ça, le c'est une confirmez. réalité, je le confirme. C'est pas de la poudre aux yeux. Non. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça aille plus vite, et le plus vite possible. Voilà. Oui, c'est ça, parce qu'un armateur, urgence quand même. Ouais. Un armateur, s'il n'y a pas de normes, il le fait au rythme de renouvellement de ses bateaux, etc. Donc là, il faut les contraindre un peu. Il le fait. Par contre, nous, notre rôle, c'est de dire dans quelle direction il doit s'orienter pour pouvoir justement rénover. Est-ce qu'il va sur du GNL, de l'électrique, etc. Parce que, voilà, et ça, c'est notre responsabilité d'élus et de responsables, notamment, soit du port, soit de l'association de riverains, etc., de dire, ben voilà, quelle est la solution qui aujourd'hui est la meilleure pour nous. Et donc, on avance vers beaucoup moins de pollution de la part des navires. C'est quoi la solution? C'est le GNL? Vous pensez que c'est... À moyen terme, c'est le GNL. Il n'y a pas de solution technique. Voilà. Il n'y a pas de solution technique meilleure que celle-là aujourd'hui. En plus, avec Fos-sur-Mer, pas loin. Le GNL et l'électrique. Voilà. C'est deux pistes sur lesquelles aujourd'hui on peut valablement investir pour faire en sorte que la pollution baisse de manière drastique à Marseille, parce qu'on souhaite, et je souhaite, que le trafic se développe. Et en même temps, s'il se développe, il doit se développer avec le moins de pollution possible. Et donc moi, en tant que rapporteur spécial aux affaires maritimes, j'ai incité, j'ai poussé donc la ministre des Transports à inscrire dans le CIMER, le comité interministériel à la mer, le fait que l'État aide à ce que les navires se dotent d'une propulsion GNL. Alors, la place du port, vous l'avez rappelé, elle est essentielle. Est-ce que la France doit aussi se positionner davantage sur ce mode de transport, vraiment mettre le paquet sur ces questions-là, parce qu'on a une vraie expertise en la matière. Le port de Marseille, il a ses scories, il a ses lourdeurs, il a ses polémiques, mais c'est un port très important ouvert sur la Méditerranée. Donc on a là un outil quasi unique. En termes de transport, de marchandises, de potentialité, de potentiel, je pense qu'on a un très bel avenir avec ce port-là. On a un très bel avenir, vous disiez. Il faut capitaliser. Vous appelez les collectivités aussi à s'y associer et à jouer le jeu. La question, mais je ne pourrais pas y répondre tout seul, c'est de dire quel est l'avenir que l'on souhaite pour cette ville et cette métropole, parce que la ville ne pourra plus se développer sans la métropole et vice-versa, à échéance 2030-2040. Et ça, il faut qu'on s'assoie avec les chefs d'entreprise, les responsables du port, les collectivités, les habitants de la métropole et de la ville pour dire, ben voilà, dans quelle direction on a envie d'aller. Une fois qu'on aura eu cette réflexion-là, et c'est ce qui, à mon sens, doit être le corps du programme d'un candidat au municipal ou à la métropole pour 2020, une fois qu'on aura eu et acté politiquement, parce que les électeurs l'auront choisi, ce projet, eh ben, il faudra qu'on avance. Et ce sont ces acteurs, et j'en ferai partie, qui décideront de l'avenir du port de Marseille, en tout cas la direction dans laquelle on souhaite qu'il aille. Bien, puisque vous parlez des municipales de 2020, ce soir vous serez, donc ce vendredi, à l'inauguration de la permanence d'Alexandra Louis. Il y aura Christophe Castaner, le patron de La République En Marche. On a entendu, ici et là, qu'il pourrait se présenter à Marseille, un ticket avec Jean-Claude Gaudin pour 2020. Alors on connaît le jeu, des rumeurs et des ambitions sur Marseille et des petites manipulations, suivez mon regard. Mais est-ce que ça pourrait être crédible? Votre avis sur la question? Mon avis. Même si je sens que... Alors je vais vous dire quelque chose, ça va peut-être vous surprendre, mais, et excusez-moi de le dire comme ça, mais je m'en fous. Bon, voilà. Moi, je vous dis je m'en fous et je vous dis pourquoi. Jusqu'à présent, ce que j'ai entendu et ce que j'entends sur le sujet, c'est en gros quelle alliance, quelle personne. Je me doutais que vous alliez me dire ça. À aucun moment, je n'ai entendu quelqu'un me dire je veux être élu pour tel et tel projet. Je veux être élu pour faire cela avec Marseille et la métropole. Aucun moment. Aucun des candidats l'a dit. Aucun. Et moi, ça me gêne.
Moi, j'ai envie d'abord qu'on ait un projet sur quoi on va travailler, et ensuite la personne idoine qui portera ce projet, au moment où il faudra le désigner, ou la désigner, on le fera, et ce sera la personne la plus adaptée au moment où on choisira. Voilà. Mais on ne choisit pas uniquement une personne. Moi, j'en ai marre, en fait, qu'on n'ait pas de perspective et de projet pour cette ville. Et moi, j'ai envie qu'on se projette. Et donc vous, la Et condition sine qua non, c'est que la personne, Christophe Castaner ou pas, que vous soutiendrez au moment venu, ait un vrai projet. La condition, c'est qu'on travaille sur un projet, et que ce projet, à un moment donné, sera porté par une personne, Christophe Castaner ou un autre, s'il accepte, peu importe, honnêtement, le nom m'importe peu, à partir du moment où le projet sur lequel on travaille est celui qui aura été partagé par le plus grand nombre. Merci beaucoup, Saïd Hamada, d'avoir accepté de venir sur le plateau de Provence Azur pour cet entretien. Entretien que vous pouvez revoir sur notre site internet, le www.provenceazur-tv.fr, ainsi que sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et notre page YouTube. À la semaine prochaine pour un nouvel entretien sur Provence Azur.